Alors, si je vais de A à B, il faut se demander il y a combien d'entiers entre A et B. Par exemple, il y a combien d'entiers entre 3 et 27. 5 moins 3 plus 1, ça fait 3. Il y a 3 entiers entre 3 et 5. Entre 3 et 27, il y a 27 moins 3 plus 1. Et entre A et B, il y a B moins A plus 1. Donc cette somme, elle vaut B moins A plus 1. Un cas particulier de ce résultat général, c'est celui qui dit la somme quand il varie de 1 à n de 1. Alors vous voyez que A vaut 1, B vaut n. Donc si j'applique ce résultat, j'ai n moins 1 plus 1. Et comme moins 1 plus 1 c'est 0, donc on a n. Voyons des choses un peu plus sérieuses. Si on fait la somme quand il varie de 1 à n de i, ici l'indice i, qui est la variable, va changer au cours de la somme. Donc quand i vaut 1, j'ai 1. Quand i vaut 2, j'ai 2. Et puis 3, etc. jusqu'à n. C'est comme si on me demandait de faire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10. Il y a une formule qu'on peut démontrer et qui repose sur le fait que les termes de cette somme sont dits en progression arithmétique et je passe d'un terme à l'autre en ajoutant une constante. Par exemple, je passe de 1 à 2 en ajoutant 1, de 2 à 3 en ajoutant 1, de 3 à 4 en ajoutant 1, etc. de n-1 à 1 en ajoutant 1. Ce nombre 1 qu'on ajoute tout le temps s'appelle la raison de la suite. Ici, ça vaut 1. Et on peut montrer que la somme des termes d'une suite en progression arithmétique de raison R, c'est le premier terme plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes, de 1 à n, il y a n termes, et divisé par 2. Si on développe, ça fait n fois n, c'est n au carré sur 2, plus n fois 1, c'est n sur 2. Donc ça fait n carré sur 2 plus n sur 2. Et une formule proche de celle-là, mais qui dit la somme quand i varie de 1 à n de i au carré, par exemple 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, jusqu'à 10 au carré. Plus généralement, jusqu'à n au carré. Donc si je mets ici n, la question c'est que vaut cette somme. Alors on peut montrer, et je ne fais pas la démonstration parce que c'est juste des rappels, n au cube sur 3, plus n au carré sur 2, plus n sur 6. Et en fait, lorsque i varie de 1 à n, la somme de i au cube, c'est n à la 4 sur 4, plus n à la 3 sur 2, plus n à la 2 sur 4. Donc, par exemple, si je dois calculer la somme quand i varie de 1 à 24 de i au carré, je vais faire 24 au cube sur 3, plus 24 au carré sur 2, plus 24 sur 6. Voyons les propriétés des fonctions logarithmes. Donc, la définition d'une fonction logarithme. Le logarithme d'une quantité x en base a, c'est le logarithme népérien de x divisé par le logarithme népérien de a. Le logarithme népérien de x, c'est le logarithme en base e, x. E est le nombre de népeurs. Si je veux par exemple calculer le logarithme de 7 en base 3, je dis ln de 7 divisé par ln de 3. Si je veux le logarithme de 1 en base 5, je fais ln de 1 sur ln de 5. Et vous avez sur votre calculatrice une touche qui dit ln que vous pouvez utiliser pour faire les calculs. Alors, la courbe de la fonction logarithme, d'abord les logarithmes ne sont pas définis en 0, donc elle a une asymptote verticale qui est la droite des ordonnées, et puis elle s'annule en 1. Ça veut dire le logarithme en base a de 1, c'est 0, quelle que soit la base a, mais avec une base a strictement positive. Donc ça c'est le logarithme a de x, ici j'ai x. Alors, le logarithme en base a de x fois y, c'est le logarithme en base a de x plus le logarithme en base a de y. Et puis, le logarithme en base a d'un rapport, d'une division. Autant les logarithmes changent les produits, les multiplications en des sommes, autant elles changent les divisions en des soustractions. Donc, pour diviser deux nombres, si je passe dans le monde logarithmique, la division devient une soustraction. Le logarithme en base a de a exposant x, puisque la fonction logarithme et la fonction exponentielle sont inverses l'une de l'autre, les logarithmes et les exponentielles s'annulent, donc ça va faire ce quelque chose. Ça va faire x. Si donc vous demandez le logarithme en base 7 de 7 exposant 3, ça fait 3. Alors c'est vrai pour l'inverse. Si je dis a exposant logarithme en base a de x, c'est encore x. Donc 3 exposant log en base 3 de 47,
bien c'est 47. Tout ça, c'est l'exposant de ce nombre, n'est-ce pas? Évidemment, le logarithme en base A de A, si je remplace x par 1, donc ici j'ai 1. Donc, log de A en base A, c'est 1. On a vu que log de 1 en base A, c'est 0. Ça, c'est 0. Nous allons adopter une convention. Dans ce cours, quand on va écrire logarithme de x, ben, ça voudra dire logarithme en base 2 de x. Alors, cette base 2, vous savez, c'est la base du système de numération binaire qui ne considère que deux symboles 0 et 1. Toutes les analyses où on écrit log de x, en fait, c'est log de x en base 2. Résultat important, mais celui-là, je vais le démontrer parce qu'il est très élégant. Pour tout nombre a et b convenablement choisi, si je fais a exposant le logarithme de x en base b, je trouve la même chose que si je fais x, le logarithme avec la même base, et puis ici je mets a. Je peux permuter les quantités a et x sans changer la valeur. Donc, voici la preuve. Je pars du fait que ln de x sur ln de a, c'est ln de x divisé par, puisque je vois ici b, je vais diviser par ln de b sur ln de a divisé par ln de b. Parce que nous savons, ln de x sur ln de b, c'est le logarithme de x en base b, et puis ln de a sur ln de b, c'est le logarithme de a en base b. Et ça, c'est égal à ln de x sur... Alors, je vais faire le produit en croix, ou le produit croisé. Je fais ça fois ça égale ça fois ça. ln de x fois log de a en base b, c'est égal à ln de a fois log de x en base b. Il y a une propriété que je n'ai pas écrite ici qui dit que le logarithme de a exposant b, c'est vrai pour la fonction ln, mais c'est vrai pour tous les logarithmes. Ln de a exposant b, c'est b fois ln de a. Donc la fonction logarithme a cette propriété élégante que de faire tomber les exposants. Si vous dites c'est quoi le logarithme de 3 exposant 9, eh bien c'est 9 fois le logarithme de 3. C'est b fois le logarithme de a. Donc fort de ce résultat, je peux écrire que ceci est égal au logarithme de x exposant cet objet. X exposant le logarithme de a en base b. Vous voyez, parce que ln de x exposant ça, c'est ça fois ln de x. Donc c'est la même chose. Égal, et puis je fais la même chose ici. Donc je suppose que lui, c'était l'exposant de lui. Et donc j'ai ln de a exposant le logarithme de x en base b. Et comme j'ai deux quantités qui sont égales en logarithme, et la fonction ln croissante, elle est même injective, j'ai montré avec un dessin. Ça veut dire que si vous me donnez deux nombres a et b, et que b est plus grand que a, le logarithme de b sera aussi plus grand que le logarithme de a. Si j'ai ln de lui égal à ln de lui, je peux me soustraire des ln, les faire partir, et puis dire c'est parce que lui il est égal à lui. Parce que si lui était plus grand que lui, alors le logarithme serait plus grand. Si lui était plus petit que lui, le logarithme serait plus petit. Mais comme ils sont égaux, forcément les arguments sont égaux. Donc j'ai x exposant log b a égale à a exposant log b x. Et voilà, on a établi ce résultat assez... moi je le trouve très joli. Si vous avez 7 exposants logarithmes en base 3 de 4, c'est la même chose que si vous avez 4 logarithmes en base 3 de 7. Vous changez ces deux termes et puis le résultat ne change pas. Si les sommes en progression géométrique de la forme 1 plus x au carré plus x au cube plus etc. jusqu'à x exposant p sont très courantes en algorithmique et Dieu merci on a une formule pour les calculer. Et pour trouver la formule, on remarque que cette somme comporte des termes en progression géométrique. Et une suite géométrique, ça veut dire que je passe du précédent au suivant en multipliant par une même quantité, ici x, et puis ici je multiplie par x. On dit que la raison de la suite est x. 0 à p, il y a p plus un terme. On a montré quand on était très jeune, au lycée ou au collège, que cette somme s'écrit le premier terme qui vaut 1, facteur de la raison, exposant le nombre de termes, il y a p plus un terme, moins 1 sur la raison moins 1. À condition que x ne soit pas égal à 1. Par exemple, 1 plus 1 tiers au carré, plus 1 tiers au cube, plus 1 tiers
à la 4 plus 1 tiers à la 5, je demande que vaut cette somme. Eh bien, j'ai une somme en progression géométrique. La raison, c'est 1 tiers. Enfin, x, c'est 1 tiers. N vaut 5. J'ai 6 termes, parce que de 0 à 5, ça fait 6 termes. Donc, j'aurai un facteur de... Bon, disons, appliquons cette formule. Donc, on a 1 tiers exposant 6 moins 1. Oh, pardon. Ici, c'est 1. C'est pas x. Moins 1 sur 1 tiers moins 1. Et le résultat que vous trouvez, c'est exactement ce que vous trouvez si vous prenez une calculatrice et que vous faites la somme. Alors, il y a une règle importante en calcul qu'on appelle la règle de L'Hopital qui dit la chose suivante. Si vous faites la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x et que vous trouvez l'infini sur l'infini ou bien 0 sur 0, nous savons que ce sont des formes indéterminées. Comment se sortir de ces mauvais pas? Une forme indéterminée, c'est pas la fin du monde. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose pour résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la règle de L'Hopital dit il faut prendre simplement les dérivés du numérateur et du dénominateur et puis faire le calcul. Évidemment, il faut que les fonctions f et g soient dérivables, blablabla. Les dérivés vont exister pour nous, donc on n'aura pas de problème. Donc lui, il dit quand vous avez ça, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la limite de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Et puis, si vous trouvez encore l'infini sur l'infini ou bien 0 sur 0, c'est-à-dire si vous avez les formes indéterminées, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous continuez. Tant que les fonctions f et g sont dérivables, vous continuez. Vous avez f'', donc deuxième dérivée de f, sur la deuxième dérivée de g. Donc, supposons que j'ai à calculer la limite. Si je fais le calcul direct, je trouve l'infini sur l'infini. C'est une forme indéterminée et la règle de L'Hopital me dit de prendre la dérivée de cette fonction par rapport à la variable, ici par rapport à n. Donc, j'aurai 6n plus 7 sur 8n. Je prends la limite quand n tend vers l'infini. Je remplace n par l'infini, je trouve encore infini sur infini, c'est une forme indéterminée. Je prends encore la dérivée. Donc j'ai 6 sur 8. Mais la limite d'une constante, c'est la constante. Et 6 huitièmes, c'est 3 quarts. Regardons cet exemple. La limite quand n tend vers l'infini. Alors ici, on a l'infini sur l'infini. Par contre, si je prends la dérivée de n à la 3, c'est 3n carré. Quand n tend vers l'infini de 3n carré sur la dérivée de ln de n, c'est 1 sur n. Donc c'est la limite quand n tend vers l'infini de 3n à la 4, ce qui est égal à l'infini. Cette fonction, elle tend vers l'infini au voisinage de l'infini. Elle prend des valeurs extrêmement grandes à mesure que n devient très grand. Avec la règle de L'Hopital, j'ai la limite quand n tend vers l'infini de la dérivée de n carré, c'est 2n. La dérivée de e à la 3n, si on applique ce que les Anglais appellent le chain rule, c'est 3e à la 3n. J'obtiens encore une forme indéterminée, je prends la dérivée. Ça, c'est l'infini. La dérivée de 2n, c'est 2. Et la dérivée de 3e à la 3n, c'est 3 fois 3, ça fait 3 au carré, ça fait 9e à la 3n. Mais au voisinage de l'infini, lui, il est constant, mais lui, il vaut l'infini. Et un nombre sur l'infini, c'est 0. Donc cette fonction, ce rapport, il tend vers 0 lorsque n devient très grand.